l'enregistrement est lancé et j'ouvre le webinaire. Bonjour à toutes et à tous. On est déjà presque une trentaine de connectés, donc je vais attendre encore 1 ou 2 minutes pour ne pas nous mettre trop en retard et puis on démarrera ce webinaire. Donc, bonjour à toutes et à tous. Viviane Kerlidou du Technocampus Alimentation. Je vous remercie de vous être connectés pour participer à ce webinaire qui va être dédié à l'innovation par les usages dans l'agroalimentaire ou comment créer de la valeur grâce à l'expérimentation utilisateur. Ce webinaire vous est proposé dans le cadre d'un partenariat entre le Technocampus Alimentation, l'école de design de Nantes Atlantique et le RFI Ouest Industrie Créative. Alors, pour des raisons de confort de chacun des participants, vos micros et vos caméras sont coupés. Ceci dit, vous pouvez tout à fait poser des questions à chaque intervenant en utilisant l'onglet questions-réponses auquel vous avez accès en passant la souris en fait sur votre écran.
Sadia, qui sera notre modératrice pour ce webinaire, nous relaiera en fait, après chacune de nos interventions, vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser cette possibilité. Donc, je voulais vivement remercier nos intervenants. On vous a prévu une séquence en fait ce matin en 3 parties. Je vous ferai une brève introduction pour rappeler quelques-uns des fondamentaux pour que chacun ait le même niveau d'information en fait sur ce qu'est l'innovation par les usages et quels sont les prérequis pour la mettre en place dans le cadre de son entreprise. Et puis, Julia Kunkel de l'École de design de Nantes vous proposera des exemples concrets d'innovation par les usages dans l'alimentaire et vous expliquera en fait comment il est possible de prendre en compte les attentes de l'utilisateur tout au long de vos processus d'innovation. Et enfin, on terminera par une intervention de Julien Laflaquière du RFI Ouest Industrie Créative qui vous parlera des différents outils qu'il existe à proximité sur vos territoires que vous pouvez mobiliser pour mettre en place une innovation par les usages dans votre entreprise. Et il vous les illustrera avec quelques exemples en fait de collaboration avec des partenaires académiques. Alors, je vais tout de suite, en fait, avant d'entrer dans le vif du sujet, demander à Frédéric Desgouzons de l'École de design de Nantes Atlantique, qui gère toute la technique de notre webinaire, de lancer un petit sondage. On voulait tout simplement, en fait, savoir, merci beaucoup Frédéric, quel était votre niveau de connaissance et de pratique sur l'innovation par les usages. Donc, pendant que je vous dis un mot sur le Technocampus Alimentation, je vous invite, s'il vous plaît, à renseigner en ligne la fenêtre qui vient de s'ouvrir. Voilà, pour qu'on ait cette info-là. Je vous laisse 1 ou 2 minutes pour le faire. Donc, un mot d'introduction, le Technocampus est une ressource qui est mise en place par la région des Pays de la Loire pour accompagner la filière agroalimentaire dans son développement. Donc, on est une équipe de 3 personnes basées à Nantes qui rayonnent sur toute la région et qui vous propose un certain nombre de services, de l'accompagnement individuel pour vous aider à trouver les bonnes ressources, les bons partenaires, les bons prestataires, mais aussi vous orienter vers des dispositifs de cofinancement public ad hoc pour accompagner vos projets de développement et d'innovation. On vous propose également de la formation technique, scientifique sur des sujets d'actualité. La prochaine est organisée sur le thématique du Clean Label ou la naturalité des produits alimentaires. On vous propose également tout un panel d'animation tout au long de l'année pour vous apporter de l'information différenciante. Donc, vous en avez un exemple aujourd'hui. On vous invitera à une prochaine session sur les tendances et les usages à travers le monde le 16 novembre matin au webinaire. On vous propose également d'autres animations sur des thématiques scientifiques. Par exemple, vous aurez en partenariat avec l'IGEPAC une journée au Mans qui sera vraiment dédiée à l'emballage alimentaire pour les seniors. Vous aurez une journée le 3 février prochain sur l'innovation en immersion, etc., etc. Je ne vais pas tous vous les détailler, ce serait trop fastidieux, mais je vous invite vivement à retrouver toutes ces informations sur notre site internet où vous aurez nos actualités. Voilà, alors je vois que le sondage vient de se terminer. Donc, du coup, vous êtes 29% à utiliser quotidiennement l'innovation par les usages. Vous êtes 33% à y avoir accès de temps en temps. Et vous êtes donc 38%, une majorité à découvrir totalement le sujet. Donc, écoutez, ça me fait une bonne introduction puisque ce que je vous propose là en première partie, c'est de vous rappeler quelques fondamentaux pour qu'on ait vraiment tous le même niveau d'information et qu'on sache vraiment de quoi on parle pour la suite de ce webinaire. Donc, tout d'abord, pourquoi on a voulu traiter ce sujet? Tout simplement parce que vous avez quelques chiffres sous les yeux et qui sont encore malheureusement d'actualité. C'est que les 2/3 des innovations en fait, alimentaires ne dépassent pas les premiers mois lors de leur mise en rayon et que ça passe à 3/4 qui ne sont plus en rayon après la première année. Et pourquoi? Alors, il y a des tas de facteurs, bien entendu, qui peuvent expliquer l'échec d'une innovation, mais il y a quand même un point qui est saillant
défaillant et qui revient systématiquement, c'est que la majorité en fait des industriels vont innover vraiment sur une compétence technique pointue, mais ne vont pas forcément en fait prendre en compte réellement le besoin utilisateur dans le cadre de ce processus d'innovation. D'où en fait vraiment une nécessité pour optimiser ces innovations de se recentrer et de vraiment évaluer sa capacité à résoudre un véritable besoin utilisateur et donc d'adopter vraiment une innovation qui soit centrée sur ce qu'on appelle les usages et qui place son utilisateur au cœur même de son processus d'innovation et ce de façon permanente pendant toutes les phases de ce processus. Donc, on va y revenir tout au long de notre webinaire. Alors, quelques illustrations pour commencer et démarrer mes propos avec des innovations par les usages réussis. Vous connaissez tous, hein, bien entendu, les capsules de café qui ont été reprises par la majorité des entreprises qui proposent ce type de produit. Vous avez également, pour répondre à la problématique nomade, les produits type pasta box hein, qui existent maintenant dans plein de formes, avec plein de contenus différents et qui répondent vraiment à de nouveaux instants de consommation liés à l'urbanisation de la vie du consommateur, aux diminutions du temps qui est consacré à la pause du déjeuner. Vous avez aussi, dans une autre tendance, qui est l'utilisation d'ingrédients pour préparer des recettes, une portion en fait de légumes directement sous forme de tablette pour utiliser les bonnes doses et avoir une conservation optimum. Et enfin, dans la tendance do it yourself, un produit de pâte à cookies prête à cuire en fait, qui est proposé par la société Nestlé. Alors juste pour l'anecdote hein, sur ce type de produit, il l'avait lancé dans une première version prédécoupée qui n'a pas du tout fonctionné en fait. Et quand ils se sont retournés vers leurs utilisateurs, ils se sont rendus compte que pour répondre à cette tendance do it yourself, en fait, leurs utilisateurs voulaient avoir plus d'implication dans la préparation du produit et ils ont tout simplement remplacé en fait la forme portionnée par une forme que le consommateur doit lui-même en fait choisir de découper aux bonnes dimensions en fonction s'il veut des petits, des grands cookies, le nombre qu'il en veut et après à cuire. Et finalement, rien qu'en incluant ce petit usage supplémentaire, ils ont relancé cette innovation et qui a vraiment été réussie pour le coup sous cette forme-là. D'où vraiment l'importance et ce qu'on veut vraiment vous faire prendre en compte, c'est d'impliquer l'utilisateur pendant l'ensemble de votre processus d'innovation. Alors, cette innovation par les usages, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord une approche qui intègre donc la notion d'utilisation pour créer de la valeur aux produits que vous allez commercialiser. C'est une approche qui est itérative, qui nécessite de nombreux allers-retours et qui va vraiment placer votre utilisateur au centre même de votre processus d'innovation et ce en permanence. Et là, j'insiste, c'est vraiment important parce que non seulement il faudra travailler avec vos utilisateurs pendant la phase de génération des idées, mais également pendant les phases de test, d'expérimentation, de mise au point, en fait, de conception de vos produits et également, bien entendu, d'évaluation. Donc, vraiment, tout au long de votre processus d'innovation. C'est une approche qui est basée, en fait, vraiment sur l'expérience consommateur qui va aller, alors qui n'est pas uniquement lié au fait vraiment de cuisiner ou d'utiliser ou de consommer le produit, mais qui va être lié dès l'acte d'achat, en fait, le fait de repérer le produit en rayon et puis de le ramener chez soi, d'éventuellement le stocker pour l'utiliser plus tard, de le mettre en œuvre, de le consommer et jusqu'à finalement le fait de jeter l'emballage, voilà, s'il est multicouche, de savoir de façon claire où on doit le mettre. Vous savez que les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés à la problématique du recyclage des emballages. Donc, c'est vraiment une approche qui doit prendre en compte tout le parcours en fait, du produit que vous allez proposer. Et enfin, c'est une approche qui nécessite de mettre en œuvre une méthodologie qui soit adaptée, donc la méthodologie du design thinking. Alors, je ne vais pas m'étendre dessus parce que Julia vous la rappellera, mais grosso modo, il sera nécessaire d'avoir des phases d'observation du comportement de vos consommateurs, des phases de co-création, de test, d'expérimentation et enfin de validation de votre concept produit. Et tout ça devrait vous permettre de confirmer l'hypothèse d'un besoin utilisateur vraiment tout au long du cycle de vie de votre projet. Alors, il existe différentes manières
de mobiliser vos utilisateurs. Vous avez un schéma là ci-dessous qui est proposé par France Cluster. Vous pouvez les solliciter de façon plus ou moins directe. En fait, alors de façon moins directe, notamment avec des phases, par exemple, d'observation de leur comportement. On verra par la suite qu'il existe de nombreux outils pour mener à bien ces phases d'observation, avec des phases de compréhension également, qui vont vous permettre de savoir pourquoi telle ou telle caractéristique de votre produit va déclencher tel ou tel type d'usage. Et puis, vous avez aussi des façons de les associer de manière plus directe, en les faisant participer de façon concrète auprès de vos équipes d'innovation aux phases de co-création, en les rendant vraiment co-acteurs de votre projet d'innovation, en les faisant tester, expérimenter et puis valider les produits. Alors, il est nécessaire, avant de se lancer dans une innovation par les usages, d'avoir bien en tête quelques prérequis. Tout d'abord, et c'est vraiment fondamental, l'innovation par les usages, ça doit vraiment être un état d'esprit. Le fait de co-créer avec le consommateur, il faut que ce soit accepté par vos équipes et que ce soit compris. Ça paraît vraiment évident et tout bête, mais c'est impératif d'avoir défini clairement sa stratégie d'innovation et que celle-ci soit alignée sur la stratégie d'entreprise. Il faut que vous sachiez vers quelle cible clientèle vous allez, vers quel circuit de distribution, pour quel moment de consommation vous allez dédier vos innovations. Et ça, bien entendu, ça va nécessiter aussi la mise en place d'une organisation interne qui soit adaptée. Et surtout, d'un processus agile. Il est impératif d'avoir un processus qui soit bien structuré, qui soit compris par toutes vos équipes, partagé, mais aussi que vous puissiez faire évoluer en fonction des différents aléas que vous allez rencontrer au fur et à mesure que vous le mettrez en œuvre. Et puis, il est impératif également, en prérequis, de décloisonner l'innovation et de favoriser le croisement des approches. Alors, bien entendu, ce qui est maîtrisé dans les entreprises, c'est les approches technologiques, marketing, économique. Ça, généralement, les compétences, vous les avez en interne, mais c'est aussi très important d'associer d'autres dimensions, et notamment des dimensions sociologiques, anthropologiques. Et là, vous pouvez faire appel à des partenaires externes. Julien y reviendra en dernière partie, mais il en existe de nombreux mobilisables à proximité sur vos territoires, que ce soit des partenaires académiques, mais aussi des cabinets privés auxquels vous pouvez vous associer pour mettre en place et optimiser cette innovation par les usages. Et ces dimensions sociologiques, anthropologiques, elles vont vous permettre en fait de connaître et de comprendre les enjeux sociétaux et les tendances qui vont vraiment influencer, driver l'usage du produit en fait que vous allez proposer aux consommateurs. Alors, on vous en a cité quelques-unes, le nomadisme, le do-it-yourself, ça peut être les nouveaux circuits de distribution type click and collect, le besoin de transparence, de naturalité. Ces différentes tendances, elles s'expriment de façon vraiment très différente en fonction des tranches d'âge, des consommateurs que vous allez viser, en fonction de la façon dont vous allez commercialiser vos produits. Donc, c'est vraiment important de les connaître et d'essayer de les appréhender au mieux. Je poursuis donc. En termes de prérequis, il est vraiment nécessaire d'adopter un processus d'apprentissage qui soit continu auprès de vos utilisateurs. C'est quelque chose qu'il est nécessaire de tester pour se l'approprier, mais de tester vraiment en continu, de faire régulièrement. Il ne faut pas que ce soit juste one shot parce que vous risquez d'être déçu en fait. Et pour mener à bien ce processus, c'est vraiment important d'avoir conscience qu'il va falloir intégrer une nouvelle méthodologie et de nouveaux outils pour vous aider. Il va également être nécessaire, quand vous allez travailler avec un utilisateur, un consommateur lambda, d'adapter votre cadre juridique et technique, tout simplement pour sécuriser le processus. Il va être nécessaire aussi de mettre en place, il ne faut pas se le cacher, des moyens financiers et des ressources humaines ad hoc. Ça a un coût d'innover par les usages, d'associer le consommateur, l'utilisateur tout au long de son processus. Il faut en avoir conscience. Mais l'idée, bien entendu, c'est que vous ayez un retour sur investissement grâce à l'optimisation de la commercialisation de vos innovations qui couvre ce coût que vous aurez dû supporter au moins au départ. Et l'ensemble de ces prérequis devrait vous permettre de faire des utilisateurs réellement des co-acteurs de votre projet pour co-créer en fait les innovations que vous leur proposerez par la suite. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, il existe bien entendu une méthodologie qui commence à être
quand même maintenant bien connu, qui est le design thinking, dont Julia vous reparlera plus en détail dans sa partie. Donc, je ne vais pas spécialement m'étendre dessus. Je voulais juste vous dire que cette méthode, elle est organisée autour d'un certain nombre de phases, des phases d'observation qui vont vous permettre de comprendre les besoins de vos utilisateurs, des consommateurs de vos produits, des phases d'idéation qui vont vous permettre de générer de nouveaux concepts en co-création avec les utilisateurs, et enfin des phases bien entendu classiques de conception, de test, d'expérimentation, puis de validation, mais l'important c'est que ce soit fait en partenariat avec l'utilisateur. Pour mettre en œuvre cette méthode, vous pouvez vous appuyer sur de nombreux outils. Là encore, je vais passer assez rapidement puisque Julien y reviendra dans sa partie, mais il faut savoir que vous disposez en fonction des différentes phases de la méthode du design thinking d'outils de type Living Lab, démonstrateur, user lab, des phases d'observation, d'enquête, d'interview auprès de vos consommateurs, etc., etc. Alors, je vous en ai juste sur la slide suivante cité 3 qui nous paraissaient importantes et surtout pour lesquelles, en fait, on voulait par la suite vous proposer des réunions en présentiel pour que vous puissiez réellement découvrir en vrai, si je puis dire, ce type d'outils et les pratiquer pour voir voilà, s'ils vous correspondent, comment vous pouvez y avoir accès. Donc, je vais commencer par les Living Labs. Les Living Labs, ce sont des lieux de consommation qui sont ouverts au public, qui vont vous permettre, en tant qu'industriel, en fait, de tester l'usage de vos innovations en présence d'utilisateurs dans des espaces réels de consommation à proximité. Donc ça va vous permettre d'avoir une photo et une observation en temps T de l'utilisation des produits que vous allez proposer. Pour aller plus loin, vous avez d'autres outils qui existent, qui sont les User Labs, qui là, pour le coup, sont vraiment des lieux d'expérimentation, qui vont être équipés aussi bien en ressources humaines et techniques qu'en outils spécifiques pour vous permettre, là, pour le coup, de comprendre et d'analyser vraiment les usages qui vont être liés à votre innovation. Alors, un exemple pour illustrer mon propos, dans les neurosciences qu'on a vu émerger depuis plusieurs années, c'est notamment l'outil d'eye tracking auquel vous pouvez avoir accès en région. Cet outil, en fait, il va vous permettre de cerner la réaction subconsciente de vos consommateurs, de vos utilisateurs face à des facings. Ça peut être, par exemple, votre site Internet, ça peut être le packaging de vos emballages, de vos produits, ça va vous permettre de voir tout de suite en fait les informations que le consommateur va voir, qui va intégrer, et à contrario, celle sur lequel il ne va pas du tout s'arrêter. Donc voilà, ça va vous permettre à un moment donné de valider la pertinence en fait des messages et de la communication que vous voulez lui transmettre. Et enfin, de façon peut-être un peu plus classique, vous avez aussi des outils d'observation en magasin, mais également à domicile ou sur les lieux de consommation de vos utilisateurs qui vont vous permettre d'identifier leurs habitudes, leurs comportements pour optimiser en fait la mise au point de vos innovations. Et là encore, il existe de nombreux prestataires qui peuvent vous accompagner dans l'utilisation de ces outils, ainsi que, bien entendu, des partenaires académiques. Donc, je vais m'en arrêter là pour le préambule afin de ne pas prendre trop de temps. Je suis à disposition, bien entendu, pour répondre à vos questions si vous en avez. Je vais couper ma présentation et passer la parole, du coup, à Julia Kunkel de l'école de design de Nantes Atlantique, qui va vraiment vous illustrer cette introduction par des exemples concrets d'innovation par les usages dans l'alimentaire. Voilà, Julia, j'ai coupé ma présentation. Sadia, est-ce qu'il y avait des questions ou est-ce qu'on peut Alors, non, on peut embrayer, il n'y a pas de questions pour le moment. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le petit onglet en bas, Q et R, pour poser toutes vos questions à nos intervenants. Merci beaucoup. Du coup, Julia, je te laisse lancer ta présentation. Oui, merci beaucoup. Est-ce que je laisse encore une minute pour les réponses des questions? On y répondra à la fin pour ne pas prendre de retard s'il y a besoin. Ok. Alors, je vais lancer ma présentation. Est-ce que vous voyez bien? Oui, on voit très bien, merci. Alors, bonjour, je m'appelle Julia Kunkel, je dirige le Food Design Lab à l'école de design de Nantes.
Donc, pour commencer, on a aussi fait un petit sondage pour savoir où vous situez. Avez-vous déjà travaillé avec les designers ou des méthodes de design thinking? Si vous pouvez répondre comme ça, on aura des réponses tout à l'heure. Alors, je vais vous parler d'innovation par les usages dans l'agroalimentaire. Pour commencer, je vais vous présenter le Food Design Lab à l'école de design de Nantes. La première question que tout le monde pose, c'est qu'est-ce que c'est déjà le food design? Parce que c'est un nom un peu diffus et tout le monde l'utilise d'une autre manière. Petite récap historique. Ça a commencé avec l'art de la table, les pâtissiers qui ont formé des gâteaux plutôt comme une chef d'œuvre. Après, il y avait au moment du Bauhaus, il y avait des réflexions sur les cuisines, comment les cuisines peuvent être plus aménagées et plus dans l'usage, donc faciliter la préparation d'alimentation dans la maison. Les premières formes, c'était des ingénieurs qui s'est posé la question comment on peut faire des pâtes pour qu'ils prennent mieux la pâte. Et aussi des exemples de l'art de la table, évidemment, en passant du design culinaire qui est plus en approche ludique et aussi des grands chefs pour mise en scène d'alimentation. Et aujourd'hui, on arrive vraiment sur le design alimentaire qui met les utilisateurs au cœur de tout questionnement, en service déjà pour les producteurs pour être au plus proche de leurs besoins, de mieux communiquer sur leurs produits, et aussi les utilisateurs qui peuvent avoir accès tous les bénéfices du design dans l'alimentation. L'école du design se trouve à Nantes, dans le bassin de la pays de la Loire-Atlantique, qui est déjà un bassin très, très fertile en élevage, pêche, agriculture, vigne. Je vous fais découvrir rien, mais ce n'était pas anodin de poser le Food Design Lab dans cette région-là, puisque l'alimentation est vraiment fait partie de la région. Et nous sommes un des seuls masters en France pour traiter aussi ce sujet-là, en master 4e, 5e année. Et bientôt, on sera implanté sur l'école de l'île de Nantes, dans le quartier de création, pour être au plus proche aussi des autres métiers de design et création. Il y a le petit sondage qui m'arrive sous les yeux. Donc, il y a 17% qui, pour eux, qui sont une pratique régulière dans l'organisation, 48% qui sont déjà faits, et 35% qui sont une expérience particulière, pas encore d'expérience. Donc, vous avez déjà eu la plupart être en contact, une bonne partie en contact avec le design. C'est une bonne nouvelle, puisque c'est vraiment encore quelque chose qu'on voudra faire connaître. Donc, je continue avec nos partenaires. On a 4 pôles autour de l'enseignement du design. On a nos partenaires industriels qui viennent avec des projets particuliers, quand on travaille avec les étudiants sur un questionnement précis. On a la recherche avec d'autres écoles où on est en collaboration et on échange des compétences et croisement des compétences surtout, comme Audencia, INRAE, ONIRIS. Les institutions qui sont pour nous enrichir, qui nous viennent aussi nous chercher pour certains savoir-faire. Et évidemment, tout le domaine du design, l'échange avec d'autres institutions de design internationales pour répondre aussi, être en connexion avec l'exigence du design international. Qu'est-ce que sont les grands enjeux de Food Design Lab aujourd'hui? On a 5 enjeux. On a la responsabilité, l'environnementale et sociétale. Donc, on traite par exemple le gaspillage alimentaire, l'éco-innovation, les coproduits, la transition protéique. Un autre grand axe qu'on retrouve, c'est le mieux-être, le care, c'est la nutrition et la pédagogie, la précarité alimentaire, le plaisir ou la récompense.
Un autre pôle, on traite en sujet les évolutions technologiques, la connexion, le divertissement, le smart agritech, la maison connectée, sécurité alimentaire. Donc, comment la techno peut être en service de l'alimentation, en venir en complément. Un autre grand sujet, c'est l'individualisme, le communautarisme, donc la solidarité, le civisme, les envies d'autosuffisance ou le do-it-yourself, mais bon, évidemment aussi la convivialité. Et le dernier pôle qui est aussi très important, c'est la culture et des traditions, c'est le global, local. Donc, toutes les questions qui touchent à le circuit court, la transmission dans une région, par exemple. Si on traite des sujets dans l'alimentaire, une des premières choses qu'on fait, c'est prendre du recul. On a une démarche systémique et globale. Tout à l'heure, Viviane a parlé un élément le plus important. On prend du recul, on essaye d'observer et prendre d'auteur. Donc, on ne peut pas travailler sur une restauration collective si on ne s'est pas posé la question sur la production ou la transformation avant. Donc, on traite le moment de consommation, mais évidemment aussi le moment après, le recyclage. Donc, cette recul et cette approche systémique, déjà, c'est ancré dans le métier de design et dans l'alimentaire, c'est encore plus frappant parce que c'est déjà induit dans l'alimentaire en soi. Donc c'est aussi une logique qu'on essaie vraiment de pousser par nos étudiants qu'ils n'oublient pas des éléments puisqu'on a une responsabilité et chaque maillon ne peut pas traiter individuellement. Donc, du coup, je viens au rôle de design dans le food design. Donc, on avait déjà parlé, ça c'est transversal, on appelle ça le double diamant. C'est la méthode de design thinking. Donc, au début, on a un questionnement ou une observation. Avec celui-là, on part en exploration à la recherche en terrain. On lance des interviews, on essaye de comprendre de qu'est-ce qu'il s'agit. Donc, c'est une convergence. On crée la vision. Après, on sort les observations les plus importantes et pertinentes pour trouver des opportunités, des pistes de design. Des opportunités, pas juste financières, mais aussi des opportunités vraiment réelles. On dit s'il y a des problèmes qui n'étaient pas encore résolus ou des vraies problématiques de consommateurs. Une fois choisis ces enjeux, on les développe, on les formalise, on donne des dessins, on les donne des noms et on revient dans une multitude d'applications et par un choix, on va donner vraiment, essayer de donner une formalisation concrète. Mais ce que j'insiste toujours, c'est aussi dire qu'en fait, c'est pas là, c'est dessiné linéaire, mais on fait beaucoup d'allers-retours. Donc, le plus on a le retour vers le consommateur, vers l'usage, et le plus on le met à l'épreuve par les gens qui vont utiliser ou consommer les produits, le mieux c'est. Donc, on se met régulièrement, systématiquement dans la peau du usager. Donc, j'essaye de me mettre à la place de tout le monde, même de tous les acteurs, pour mieux répondre. Pour faire cela, au début, ça peut être des ateliers créatifs. Ça passe par des phases de brainstorming, après formalisation par sketch et des premières bases de communication pour échanger rapidement son idée. Et plus tard, ça va être formalisé, analysé avec des méthodes bien précises et des premières mock-ups qui peuvent être encore rudimentaires, mais qui expriment déjà l'intention design. Ici, vous n'avez pas besoin de tout lire, mais juste pour vous dire, les champs d'action du design et aussi du Food Design Lab sont presque infinis parce qu'on réunit en master à l'école du design des designers des disciplines très différentes,
Nous avons des designers industriels, on a des designers de transport, des architectes, des motion designers, des graphistes et les scénographes et user experience designers. Et avec chaque métier, ça ouvre aussi des possibilités d'application en food design. Donc, on a vu tout à l'heure beaucoup d'exemples dans le food, dans le packaging. Donc, ça, c'est effectivement, c'est son design à produit et des graphistes qui peuvent en répondre. Mais on peut aussi aller jusqu'à la hôtellerie, les commerces et des boutiques avec des architectes intérieurs. On peut se poser des questions sur une pédagogie et des serious games avec les game designers ou parler d'une scénographie dans les marchés et festivals. Donc, c'est pour vous montrer que le food design, ça s'arrête pas juste aux produits consommables et son packaging. Donc, ça peut aller de tout petit à très grande échelle. Je vous donne quelques exemples de projets en design et innovation. Ici, on a un exemple d'un projet fin d'études. Une étudiante le projet fin d'études, ça dure 1 an. Donc, pendant tous les masters, ils déroulent tout le processus du design thinking. Donc, ça commence avec une problématique. Cette problématique, c'était l'usage, c'était comment se nourrir dans un lieu de restauration collective, spécialement dans les EHPAD. Elle a fait le constat que les gens qui mangent dans les EHPAD, ils ont souvent des problématiques. Ils ne peuvent plus avaler comme avant, donc tout est passé au mixeur. Donc, les plats que vous voyez là au centre, même s'il y a un chef cuisinier qui est derrière les fourneaux, tout arrive mixé sur l'assiette. Donc, il y a une vraie frustration par l'utilisateur et aussi un désengagement, une malnutrition et les gens, ils n'ont plus envie de manger. Donc, pour redonner envie et redonner aussi la sensation de texture et de plaisir de manger, elle s'est posé la question elle a essayé de trouver avec le chef cuistot de trouver des mousses, donner des formes moussées qu'on peut remplir, qui sont moelleux et qui peuvent être bien avalées, mais qui donnent surtout cette envie de manger, d'avoir des textures différentes. Donc, elle s'est affrontée à une vraie question. Elle a fait elle est passée par des maquettes, elle a mis en forme, elle a développé des recettes, puis toute une communication jusqu'au emballage. Ça, c'est vraiment un exemple d'une innovation par l'usage très réussite qui montre bien l'amplitude d'un questionnement jusqu'à une réponse possible pour cette problématique. Un autre projet qui était avec un partenaire, entreprise qui s'appelle Gobel, qui produisent des ustensiles cuisine. Leur problématique, c'était de trouver des ustensiles pour les boulangers-pâtissiers professionnels. Donc, la première phase, c'est l'enquête de terrain, l'observation dans les pâtisseries, les échanges et les interviews avec les pâtissiers. Et le constat qui est dit, il y a beaucoup d'usages, usage en termes de les outils se usent très vite, mais ils ont quand même besoin d'un outil qui leur est cher. Donc, ils ont voulu aller dans anti-gaspillage. Ils voulaient trouver des outils qu'on peut juste remplacer le bout qui est cassé et avait aussi des multi-bouts pour avoir la même manche et avoir plusieurs embouts différentes. Donc, vous voyez à gauche quelques croquis, une recherche formelle technique, comment on peut résoudre cette questionnement. Le retour de consommateurs, donc ils sont retournés avec leur maquette, ils les font tester, ils ont fait utiliser et ils ont pris en compte toutes les corrections les commentaires qui étaient faits par les professionnels, puis sont partis dans une deuxième partie de modelage et de réalisation de projets. Et vous voyez qu'ils sont allés jusqu'à donner un nom
et un packaging, donc les réparables, c'est toute une petite gamme qui répond à cette question aussi engagée. Parce que ça aussi, c'est chaque fois, on constate chez les étudiants que c'est des projets à la fois, on essaye d'améliorer une situation, mais aussi d'aider vraiment. Donc, le fait qu'on jette moins, ça c'est aussi un souci d'usage important pour une démarche design d'aujourd'hui. Ça, c'est un projet qui se passe sur 2 à 3 mois, en collaboration avec une brief concrète du partenaire. Un autre exemple sur aussi le même format, à 3 mois, c'était les questionnements, comment on peut avoir des distributeurs de nourriture, des distributeurs dans des conditions d'une entreprise qui s'est moins ressenti comme une intrusion, une machine qui fait des bruits, qui n'est pas jolie, et qui est le moment de la pause, qui doit être un moment de récréation et de bien-être, soit plus agréable. Donc, ils ont intégré la machine dans toute une scénographie de mobilier, de bien-être avec des plantes, pour le sortir du simple machine et donner un aspect plus intérieur. Le projet Crick and Croc, c'était un projet de recherche avec l'Université de Nantes et IAE de Nantes et l'Université Angers. C'est la problématique, c'est comment promouvoir des produits, transition, comment accompagner la transition protéique, donc comment on peut introduire des alternatives aux protéines qui sont pas des viandes classiques. Donc, et avec la problématique des insectes, on s'affronte toujours un grand rejet de la part du consommateur. Donc, comment on peut faire accepter un ingrédient qui nous est encore très méconnu et très, très difficile à accepter par des formes qui sont un usage qui est plus rassurant. Donc, le granola, par exemple, on voit sur le packaging le petit verre de farine, mais l'aspect, elle me paraît plutôt rassurant parce que c'est comme une granola que je m'ai bien connue. Ou les grissini en criquet. Aussi, ça me rassure parce que c'est un usage connu, donc ça peut aider à l'acceptation de cet ingrédient complètement nouvel pour certains. Donc c'est aussi l'usage qui donne une forme, qui donne le sens pour le design et qui est cherché à répondre à travers le packaging, un design à cette problématique. Un autre temps fort chez nous, c'est les concours Ecotrophelia. Donc, c'est un concours d'éco-innovation. Souvent, c'est aussi un tremplin pour des futures startups. Donc, ce sont des groupes en binôme avec l'école d'ingénieurs Oniris. Donc, ce sont des agro-ingénieurs et des designers qui s'épaulent pendant quasi 6 mois pour concevoir des produits comestibles, éco-responsables et innovantes. Par exemple, le croque-magnon, c'est à base des glands, donc les chênes dans les forêts. Donc, c'est une source de protéines pas encore exploitée. Et donc, on a aussi son transition protéique parce que c'est aussi une alternative aux ingrédients protéines classiques. Ils ont gagné même la médaille d'or l'année dernière. Du même concours, on a une étudiante qui est sortie avec une collaboration. Ils étaient 2 de sortir de ce concours Oniris. Ils sont en train de créer leur propre start-up. Donc, avec les Viosa, qui sont des produits comestibles aussi à base de pois chiches, mais traités d'une manière qui c'est plus digeste.
Donc, les gens qui souhaitent de consommer moins de viande et se diriger vers les protéines, ils trouvent une gamme de produits qui répondent à ces questions. Et donc, c'est aussi un incubateur qui est derrière. Donc, c'est l'encadre. C'est le cheminement logique d'aller de design pour créer sa propre marque après. Et dernièrement, on a aussi des étudiants en apprentissage depuis l'année dernière qui vont être dans les entreprises. Donc, en 2 tiers du temps, ils travaillent dans les entreprises et un tiers du temps sont chez nous sur 2 ans. À la fin, ça fait moitié-moitié. Et souvent, ce sont des profils qui ont donc double compétence. Donc, ils sont tout de suite l'application en entreprise. Par exemple, Enzo, il est chez Esprit Cuisine. Ils font des plats en céramique pour l'utilisation en cuisson en cuisine. Et ils se forment en même temps en design. Donc, c'est aussi des profils très intéressants. C'est une manière d'intégrer le design dès très tôt dans son entreprise et pour former déjà les designers de demain proches en fonction aussi de ses propres besoins dans l'entreprise. Voilà, je viens à la fin de ma présentation. Je peux pas regarder. Est-ce qu'il y a des questions sur la présentation qui se sont... Merci beaucoup, Julia, pour cette présentation, ce beau panorama. Non, il n'y a pas de questions ni dans le chat, ni dans le petit module. Je reste à disposition si à la fin, il y a peut-être encore des questions. Il y a juste un petit commentaire qui dit « Merci beaucoup, très très intéressant ». Merci Merci beaucoup. Cédric. Merci. Merci beaucoup, Julia. Donc, en attendant éventuellement des questions à la fin, on va passer la parole à Julien Laflaquière, donc du RSI West Industrie Créative, pour sa partie. Ah, parfait, on voit ta présentation, Julien. Super. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. C'est bon? Oui, parfait. Donc, pour ma part, je m'appelle Julien Laflaquière. Je suis chargé de mission innovation du programme RSI West Industrie Créative. Et après vous en avoir dit un mot, je vais vous parler aujourd'hui d'expérience utilisateur. Avant ça, on a une petite question qui demande, en matière d'innovation par les usages, avez-vous déjà collaboré avec des organismes de recherche, des laboratoires ou des écoles? Voilà. Le temps de vous dire que ma présentation d'aujourd'hui sera en trois temps. Et avant d'attaquer la question de fond, je vais quand même présenter rapidement qui est et ce qu'est le programme West Industrie Créative. Parce que le programme West Industrie Créative, qui est donc un programme de la région Pays de la Loire, Recherche, Formation, Innovation, donc RFI, celui-ci vise à créer un pôle d'excellence autour de la création et de l'évaluation de l'expérience. Alors, quand je dis expérience, c'est important de le préciser tout de suite. Je parle ici d'expérience entendue comme une expérience vécue, éprouvée par une personne, un consommateur, un client, un patient ou un citoyen face à une situation donnée, un produit, un service ou encore un espace. Et pour ce programme qui a été lancé en 2016, on va adresser toutes les dimensions de l'expérience, d'usage, de forme, de sens, d'ingénierie, d'économie, de perception de la valeur, d'acceptabilité, etc. Et pour cela, on va s'appuyer sur un ensemble de viviers de compétences académiques pluridisciplinaires autour de 3 pôles, les sciences et techniques, les sciences humaines et sociales et les disciplines, on va dire, de conception et de création, dont le design fait partie. Et on regroupe ainsi 14 partenaires, je vais vous afficher ici rapidement, voilà, et qui nous permettent de travailler sur 2 objectifs particuliers qui ont un peu fédéré toutes nos actions depuis le début. C'est d'une part la création d'expériences,
c'est-à-dire appliquer ou travailler sur de la recherche appliquée hybride, au sens où on va associer des disciplines de sciences, on va dire dures, avec des disciplines de création. On va hybrider sciences et techniques et sciences humaines et sociales avec du design, de l'art ou de l'architecture. Le second, seconde question, c'est l'évaluation scientifique de cette expérience. Là, on va se situer sur une recherche un peu plus fondamentale sur cette évaluation et mobilise des ressources scientifiques pour analyser l'expérience usagée, et ceci pour être utile dans les situations d'expérimentation. En gros, ça veut dire qu'on va essayer d'objectiver un petit peu ou de trouver des indicateurs objectifs qui permettent de qualifier une expérience qui elle-même est par nature subjective. Alors, pourquoi je vous parle d'expérience et qu'est-ce que ça vient faire là-dedans par rapport à l'innovation d'usage? Il y a une articulation à bien faire sur ce point. Eh bien, on est dans une situation aujourd'hui, notamment relativement à des grandes transitions, dans lesquelles l'objectif est à terme de proposer des futurs à la fois soutenables et désirables. Et quand on regarde ces grandes problématiques de grande transition, que ce soit énergétique, transport, numérique ou encore alimentaire, on se rend compte que les problématiques vont relever souvent de problèmes qui vont au-delà des verrous technologiques qui sont, pour une part, bien souvent déjà levés. Alors, ce n'est pas tant le progrès finalement technique qui représente un défi, mais celui de son usage, de son appropriation, de son acceptabilité, de l'expérience que vont en faire les usagers. C'est ça la clé. Alors, je m'en veux un peu d'avoir pris cet exemple aujourd'hui, mais des exemples où la technologie avance plus vite que les usages, j'en ai un tout chaud de chez Orange, parce que si on prend, c'est un peu amusant, mais si on prend leur dernière campagne de publicité, ce que j'ai remis un peu à droite là, de l'écran, nous annonce carrément que finalement l'innovation va reposer de ce qu'on va faire de la 5G. Ce qui est un peu les choses à l'envers, mais on se retrouve dans pas mal de situations similaires. En fait, beaucoup de défis liés à ces grandes transitions nécessiteraient une plus fine compréhension de l'expérience humaine et de comment on peut la travailler pour se permettre d'agir sur les pratiques et les usages, et qui sont eux-mêmes des leviers de changement individuel et collectif, d'où le lien avec les transitions. Et c'est la raison pour laquelle le programme OIC porte précisément cette notion et qu'elle se trouve au cœur des types de démarches d'innovation auxquelles on peut apporter une aide à travers ce qui va se faire autour de l'expérience. Justement, puisqu'on a un programme recherche, formation, innovation, et en particulier un fort lien recherche et innovation sur l'expérience, je vais essayer de décrire ce qu'apportent ces recherches sur l'expérience. Alors, pour faire un lien avec l'agroalimentaire, il y a évidemment quelques projets qu'on a même soutenus, qui a été là évoqué en partie par Julia tout à l'heure, qui concernent directement le secteur. À savoir là, par exemple, un travail sur l'expérience de consommation d'insectes dans le cadre de la transition protéique. Et l'accompagnement de cette transition protéique va impliquer l'étude des usagers dans leur acceptation de cette expérience alimentaire et culinaire, et aussi la conception de cette expérience. Et il faut être en mesure d'analyser les représentations mentales des consommateurs, pour modifier les imaginaires, pour conduire les consommateurs à se projeter sur ces nouvelles pratiques alimentaires. Du coup, la conséquence, c'est qu'on va concrètement expérimenter et tester des stratégies de communication qui peuvent servir de levier avec le design et le marketing via le packaging et le design produit. Mais la recherche sur l'expérience utilisateur est beaucoup plus large à la fois en termes de discipline. Là, on associe, comme le disait tout à l'heure, les universités et l'école de design. On peut faire de manière beaucoup plus large des avancées qui vont servir dans plein de domaines différents. On prend exprès un autre projet qui avait été soutenu par le RFI Ouest Industrie Créative et qui parlait d'évaluer l'expérience sensorielle dans le cadre de points de vente où on cherchait à créer une méthodologie pour mesurer les effets de la lumière et des matériaux utilisés dans les lieux de consommation, donc les effets sur le comportement du consommateur.
Là, on a besoin de faire de la recherche sur la perception des produits et de leur valeur. La chose intéressante, c'est que les méthodes disponibles aujourd'hui ne sont pas si avancées que ça. En l'occurrence, l'utilisation de la lumière ou les propriétés de la lumière sur la perception qu'on a des produits est relativement connue, celle des textures ou des matières utilisées ou des matériaux utilisés aussi. Par contre, l'interaction entre les deux, pas vraiment. Donc, toujours est-il que là, on avait soutenu un effort à la fois de l'école de design et d'académiques en marketing pour développer une méthodologie et des outils pour aller plus loin dans cette analyse à la fois sensorielle, perceptive, cognitive et comportementale. En l'occurrence, c'est dans un petit boîtier qui est caché, pas caché, mais qui est un petit boîtier vert dans l'image et qui servait à capter les différentes ambiances au même moment que les consommateurs. Pardon, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Hop. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toutes ces méthodes qui sont mises au point dans des cas particuliers. On va essayer de les appliquer de manière générale. Et ce dont on a besoin, c'est de fédérer un certain nombre de compétences académiques qui existent en région, à travers tous les établissements partenaires du RFI notamment, et de les fédérer pour les rendre à la fois accessibles à la science, mais aussi la rendre accessible aux acteurs socio-économiques du territoire. Et c'est précisément le rôle des User Labs dont je vais vous parler maintenant. Qu'est-ce qu'un User Lab? C'est à l'origine un laboratoire d'usage et d'utilisabilité. Alors, initialement dédié aux technologies d'information et de la communication, et puis ça s'est élargi ensuite. Et ce qu'on désigne par User Lab, c'est un ensemble d'outils, des équipements et des méthodes qui servent à l'étude des comportements utilisateurs afin de comprendre, de modéliser, voire de prévoir les interactions entre des utilisateurs et leurs environnements, numériques ou pas d'ailleurs. En général, c'est rattaché à un lieu spécifique qui est un environnement expérimental dédié. Et ça vise classiquement la réalisation de mesures assez fines, que ce soit en quantitatif ou qualitatif, avec des environnements contrôlés. Et ceci étant, on peut aussi projeter certains équipements à l'extérieur pour faire des évaluations in situ. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça va toucher un certain nombre, toutes les méthodes en réalité d'évaluation de l'expérience utilisateur. Je vous reparlerai de méthodes directes et indirectes tout à l'heure. C'est une plateforme qui va servir cet équipement à la fois aux chercheurs et à la fois pour donc avancer sur les recherches en termes de méthodes et d'outils nécessaires aux mesures d'expérience, évidemment, mais aussi à l'étude et à l'innovation pour de nombreux secteurs. Et en particulier la santé, l'industrie, la formation et la consommation. J'y reviendrai également. Le programme RFI Ouest Industrie Créative a soutenu et soutient 3 User Labs en région qui sont adossés à 3 sites universitaires, donc à Nantes qui s'appelle Experience Lab, à la L6 Ouest sur l'île de Nantes, plateforme angevine d'analyse des comportements à l'université d'Angers et le User Lab distribué pédagogique qui est un User Lab basé entre Laval et Le Mans, enfin entre Le Mans et Laval. Pour en dire un mot rapide, eh bien, à Nantes, le Experience Lab ou XP Lab dispose au sein de la L6 de plusieurs salles, en l'occurrence 4 ou 5 salles de différentes tailles et de box individuelles d'expérimentation à milieu contrôlé, ainsi qu'une cuisine d'ailleurs, qui permettent de conduire tout type d'expérimentation sur l'évaluation de l'expérience utilisateur. Également, sur place, un grand cube qui permet, avec un écran très très grand et très haute définition, de travailler sur des environnements immersifs. Tous ces équipements-là sont pilotés depuis une régie qui centralise toute la remontée des données qu'on peut mesurer, en l'occurrence des analyses psychophysiologiques, de l'oculométrie, donc l'eye tracking dont parlait Viviane en introduction, de l'analyse de mouvement, de tout un tas de, comment on appelle ça, des signaux biologiques, respiration,
rythme cardiaque, etc., ainsi que des outils pour faire ce type de mesures en situation immersive de réalité augmentée ou réalité virtuelle. La spécificité à Nantes, c'est une forte expertise numérique qui est mise au service d'outils de mesure et d'expérience utilisateur, et je vous en reparlerai tout à l'heure. À Angers, au sein de la maison de la recherche de l'Université d'Angers, pour être précis, idem, il y a une grande salle avec des très modulaires, avec des mobiliers qu'on peut bouger dans tous les sens, ainsi que des box d'expérimentation permettent, à l'aide d'outils d'analyse psychophysiologique, également de l'oculométrie et de la RV, de mettre en œuvre un certain nombre de travaux de chercheurs qui font que l'expertise à Angers est plutôt portée sur les disciplines de marketing, d'économie et de psychologie, qui travaillent sur les questions d'expérience consommateur et d'analyse comportementale dans des situations de consommation, y compris dans l'agroalimentaire d'ailleurs. Et la troisième, pour passer relativement vite, et pour en dire un mot également, c'est en fait un user lab un peu particulier puisqu'il va mettre en œuvre un dispositif expérimental BeSite. Donc il y a 2 salles équipées à distance, l'une au Mans et l'autre à Laval. Donc les 2 salles sont configurables. Il y a des équipements, comme dans les autres également, de audio-vidéo qui permettent, avec des caméras et des micros de précision, de voir exactement tout ce qui se passe dans les salles. Et le fait d'avoir ces 2 salles à distance permet en particulier de travailler sur des situations en distanciel ou semi-immersive, avec en plus une petite dominante sur le contexte d'apprentissage, de situation d'apprentissage et d'interaction avec des objets connectés. Voilà pour dresser un très rapide portrait de ces 3 lieux. Alors, ces trois user labs qui permettent de travailler l'expérience utilisateur, usager, client, consommateur, patient, etc. Eh bien, ce sont des plateformes qui sont aujourd'hui mobilisées dans les universités pour des travaux de recherche. En l'occurrence, ils vont faire progresser nos connaissances et nos compétences sur l'évaluation de l'expérience, notamment sur les… Alors, on a l'habitude d'entendre les approches quantitatives versus qualitatives. Je vais faire exprès une distinction un peu différente aujourd'hui pour vous parler des méthodes indirectes qui consistent à mesurer des indicateurs qui permettent d'objectiver au moins une partie de l'expérience vécue par les sujets et progresser également les méthodes directes, c'est-à-dire des mesures quand on pose la question directement au sujet relativement à l'expérience qu'il est en train de vivre ou qu'il a vécue. Illustrons un petit peu. Donc, il y a beaucoup de travaux qui se font, notamment en région, pour l'amélioration des méthodes indirectes, c'est-à-dire celles qui consistent à utiliser des instruments de mesure pour avoir des indicateurs sur ce que vivent les gens. Et il y a beaucoup de travaux qui se font pour augmenter la performance de ces mesures, parce qu'aujourd'hui, on dispose, alors se démocratise l'oculométrie, donc l'eye tracking, d'autres mesures psychophysiologiques ou physiologiques. N'empêche qu'il reste encore beaucoup de travail en termes sur le plan numérique pour profiter à plein et augmenter les performances des mesures que l'on peut faire. Sur l'écran, là par exemple sur la droite, sont illustrés ce qu'on peut faire sur la science visuelle. C'est-à-dire, là on a mis des pots de lait de yaourt, pardon, et on sait faire avec un oculomètre, savoir où vous avez passé votre regard à passer du temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait relativement bien faire maintenant, mais ça n'indique, ce n'est qu'une dimension de là où s'est portée votre attention. Donc en fait, il y a d'autres travaux qui vont plus loin et qui vont dire c'est bien d'avoir une carte de chaleur, on appelle ça carte de chaleur, pour montrer où les gens ont regardé. Ça peut déjà apporter un certain nombre d'éléments, par exemple savoir ce que les gens n'ont pas vu ou pas regardé. Maintenant, il y a une dimension dynamique est très importante, c'est-à-dire que la manière dont le regard s'est déplacé permet d'expliquer beaucoup du comportement attentionnel des gens. Donc aujourd'hui, dans les laboratoires, on est capable de travailler
suffisamment loin pour être capable de simuler, avec des modèles attentionnels, de simuler le comportement attentionnel visuel de sujets, grâce aux connaissances que nous ont apportées les neurosciences d'une part et l'informatique d'autre part. Et tout ce travail sur on va dire le cheminement visuel se repose sur des avancées vraiment très pragmatiquement très numériques. Eh bien, elles ont des répercussions sur tout un tas d'autres dimensions autres que visuelles. C'est-à-dire qu'en gros, ces algorithmes ils vont être mobilisés, par exemple, dans l'analyse de trajectoires de personnes dans une cuisine, dans un magasin, dans différents lieux, et vont permettre d'accéder à ce traitement de données dans des démarches d'analyse un peu plus standards. Et c'est pareil, là, j'ai pris l'exemple de la vision et des trajectoires, mais il y a tout un tas de nouvelles mesures et de quantifications possibles des perceptions et comportements des gens, alors autour de l'analyse sensorielle, mais même un peu plus loin sur l'analyse automatique des expressions émotionnelles, de la prosodie, de la respiration, du rythme cardiaque, etc., qui permettent d'éclairer de manière objective les réactions que peuvent avoir les gens, ainsi que leur comportement autour de leur posture, de leurs rapports psychosociaux, de leurs actes d'achat, etc. Mais ces avancées en informatique et en algorithmie, notamment en mobilisant l'intelligence artificielle, ne font pas progresser que ces situations instrumentées ou en mesure. Ça fait aussi avancer l'autre type de méthode, à savoir les méthodes directes quand on interroge les gens. Je vais prendre un exemple aujourd'hui, c'est celui de l'échantillonnage actif. Aujourd'hui, quand on veut tester un panel ou disons un produit sur un panel d'utilisateurs, on va choisir un certain nombre de critères qui vont être testés dans l'ensemble des critères pour l'ensemble du panel pour avoir un set de données finales qui permettent de travailler en termes statistiques pour avoir des résultats statistiquement valides. Le problème, c'est que si on fait ça, d'abord, on interroge tout le monde sur toutes les questions et on obtient une masse de données relativement lourde à traiter. Ça, c'est pas trop grave, qui peut le plus, peut le moins. En revanche, ça veut dire que c'est aussi lourd et cher en termes d'organisation et de passation. Et à la fin, au final, on se rend compte qu'on a des informations relativement redondantes dans les résultats. Et on a tout un espace qu'on a exploré pour rien, entre guillemets. Donc, l'échantillonnage actif consiste à utiliser l'intelligence artificielle notamment pour n'interroger dynamiquement qu'en posant la bonne question au bon moment, au bon participant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on se rend compte statistiquement que certaines informations récupérées peuvent nous permettre de faire l'économie de poser telle ou telle question à tel profil d'utilisateur et inversement, au fur et à mesure, de trouver d'affiner des profils des utilisateurs en question. En gros, ce que ça veut dire concrètement, ça veut dire que plus on avance, plus on est capable de prédire quelles vont être, de manière suffisamment fiable, quelles vont être les réponses de tel ou tel profil, et donc éviter de poser toutes les questions à toutes les personnes. Et on peut ainsi économiser, c'est un effet très concret, c'est qu'on peut poser moins de questions à moins de gens. On peut économiser comme ça jusqu'à entre 10 et 15% du panel initial, ce qui a des répercussions très, très concrètes. Donc, tout ça, ce sont des travaux qui sont faits par les User Labs et qui peuvent être réutilisés par le secteur socio-économique et auquel s'ouvrent les User Labs. Et l'objectif commun de ces 3 User Labs, qu'elles soient à Nantes, au Mans ou à Angers, c'est d'être cet instrument par lequel, finalement, académiques comme industriels, ils doivent pouvoir appuyer leur recherche ou leur innovation en tirant toute la valeur d'une expérimentation. Parce que du coup, on est capable de mesurer relativement précisément un certain nombre d'indicateurs, de travailler sur les données remontées, qu'elles proviennent de méthodes directes ou indirectes, pour donner un maximum de valeur à ce qu'on aura pu tirer d'informations d'une expérimentation que vous seriez amené à conduire. Ces 3 User Labs permettent aussi, sur le territoire, de mailler un peu toute la région des Pays de la Loire. Et au-delà des instruments que j'ai pu citer ou des méthodes que j'ai pu citer, c'est aussi des points d'entrée
vers toutes les compétences académiques autour de la création et de l'évaluation d'expériences, pas simplement et uniquement les mesures dont j'ai parlé. Et enfin, un point important, c'est que dans beaucoup de travaux, puisqu'on parle d'expérience utilisateur ou usager ou client ou consommateur, eh bien, la recherche va se mettre au service et inspirée par des problématiques d'innovation issues de questions de terrain. Pour terminer, justement, je voudrais dire un mot sur comment mobiliser ces compétences et comment mobiliser l'expérience pour l'innovation d'usage. Parce que du coup, dans le processus d'innovation par les usages qui vous a été présenté aujourd'hui, finalement, ces outils-là, la notion même d'expérience va être un facteur clé à certains moments, et on va pouvoir effectivement venir chercher dans les compétences du territoire, notamment à travers les User Labs, de nouvelles opportunités. Alors, j'ai mis ça en 3 niveaux pour illustrer le fait qu'on peut tout à fait avoir différents rapports à ces avancées faites par la recherche sur le territoire. Le niveau 1, que j'ai nommé prestations, séminaires, ateliers, c'est pour dire simplement que les 3 User Labs sont ouverts aux acteurs socio-économiques pour faire soit de la collaboration de recherche, j'en reparlerai, mais même pour faire des prestations qui nécessiteraient de mobiliser soit des instruments, soit des compétences qui sont dans ces User Labs. Sachez que pour que ça fonctionne, notre soutien a permis de recruter dans chacun des User Labs un User Lab Manager totalement dédié au fonctionnement de ces User Labs et qui est un interlocuteur privilégié, évidemment, que vous pouvez facilement contacter. Notre dimension, c'est des séminaires et ateliers sur mesure qui sont faits par certains des partenaires, notamment l'école de design et notamment aussi le Technocampus à travers différents dispositifs. Ensuite, que ce soit à travers l'expérience ou de manière générale, la possibilité d'éprouver un peu ces outils et ces méthodologies en mobilisant notamment des étudiants à travers soit des stages, soit des projets étudiants, soit des dispositifs spécifiques. On a parlé pour l'école de design. On en soutient également et on en organise également au sein du RFI OIC à travers des hackathons ou à travers là, tout récemment un nouveau dispositif qui s'appelle Design Factory, en partenariat avec l'école de design d'ailleurs. Et un 3e niveau qui consiste cette fois-ci à approfondir, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans des situations où vous êtes face à un problème lié à l'expérience utilisateur ou l'expérience de consommation qui nécessite soit la mobilisation d'outils un peu pointus, soit qu'aucune méthodologie n'existe aujourd'hui pour répondre à votre question. Et là, ça vaut le coup de mobiliser les compétences académiques dans le cadre de recherche, projets de recherche d'innovation collaborative, soit autour de réponses à des appels à projets, soit le recrutement de postdoc ou encore de TESIF. Dans tous les cas, je ne vous ferai pas l'affront de faire la liste parce que ça prendra 1 heure de tous les dispositifs d'aide qui vous sont ouverts. Alors, c'est un peu compliqué parce que c'est selon votre profil, la taille de l'entreprise, son ancienneté, etc. Mais sachez que du coup, on est tous autant qu'on est là aujourd'hui, un certain nombre d'interlocuteurs à pouvoir vous aider à identifier ce type d'aide. Pour terminer, je voudrais revenir sur ce que j'aimerais qu'on retienne de ces quelques slides. C'est tout d'abord le lien qu'il y a entre la notion d'expérience et d'expérience vécue et de son évaluation et des outils qu'on peut mobiliser pour justement la travailler et la mesurer, sont en réalité au cœur des innovations d'usage dans lesquelles on a besoin de justement bien comprendre ce qui se passe du côté de ce qui est vécu par vos consommateurs. Ensuite, 2e point, c'est qu'en région Pays de la Loire, on a beaucoup de chance parce qu'on a un alignement de compétences académiques fortes reconnues à l'échelle même internationale sur la création et l'évaluation d'expériences. Et les 3 User Labs dont je vous ai parlé là, on sera désormais la seule région à disposer d'une telle force,
parce que de manière aussi concentrée et aussi répartie sur un territoire, parce que des User Lab équivalents, il y en a une poignée, moins d'une dizaine en France. Et à part à Paris, on ne trouvera pas d'équivalent. Ensuite, on a la chance d'avoir pu mailler un peu le territoire pour que vous puissiez accéder en proximité à des interlocuteurs et à des plateformes. Et à travers ces plateformes et au-delà des équipements, il y a aussi des opportunités de collaboration, recherche, innovation avec tous les acteurs qui sont derrière ces User Labs. Et enfin, je le répète, on est moi-même ainsi que les User Lab Managers à votre disposition pour vous accompagner ou répondre à vos questions si vous en avez. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Du coup, il y a des questions sur le chat. Alors, une question de Caroline Vilchien. Dans le User Lab de Nantes, utilisez-vous des équipements de type NeuroKif? Alors, on peut. Effectivement, alors pour en dire un mot pour ceux qui ne le connaîtraient pas, NeuroKif, c'était on va dire un casque grand public qui permettait de mesurer en partie des réactions électriques enfin l'équivalent de l'électroencéphalogramme. Donc d'avoir des réactions et d'avoir ce casque pour mesurer quelle était en gros la réaction neurologique à la dégustation en particulier de vin et plus récemment en termes d'odeur sur les parfums. Alors, ça, c'est une version comment dirais-je, très concentrée et pour démocratiser un peu ce type d'équipement. En fait, dans les User Labs, on dispose de ce type de casque de mesure, mais beaucoup plus précis, évidemment, et qui peuvent être effectivement mobilisés. Alors, sachez bien que c'est pas, enfin, on vous donne pas le casque et on vous dit, bon, bah, c'est bon, débrouillez-vous. Il y a à la fois le User Lab Manager et derrière, il y a aussi des compétences de traitement des données parce que ce n'est pas le tout de remonter des signaux enregistrés du cerveau. D'abord, il y a des problèmes de traitement de signal qui sont relativement importants et pour avoir quelque chose que vous pouvez exploiter. Donc, du coup, ça se fait en général dans un projet qui inclut ce type de mesure. Et l'idée, c'est dans ce type de plateforme qui regroupe plusieurs compétences, donc des psychologues, on a des psychiatres, on a des sociologues, des informaticiens. On va justement essayer de prendre le problème sous toutes ses facettes pour essayer d'apporter une réponse, j'allais dire, constructive et pas seulement descriptive d'un élément, mais d'essayer de tirer le fil pour y voir une cohérence. Pour ça, on fait aussi beaucoup de mesures multimodales. C'est-à-dire que, par exemple, pour la détection d'émotions, on a des logiciels qui, aujourd'hui, grâce au traitement vidéo, vont avoir la capacité de reconnaître des expressions faciales. Mais pour valider ça, eh bien, pour consolider ça, on va mesurer en même temps, on va utiliser d'autres types de capteurs de rythme cardiaque, de respiration, de réponse électrodermale, donc sur la réaction sur la peau, et éventuellement le EEG, donc qui est l'électroencéphalogramme, qui peut permettre de détecter des niveaux de stress, de concentration, de plaisir éventuellement. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une autre question aussi. Comment se passe la mise en relation avec ces lieux? Quel type de prestations peuvent-ils engager avec une entreprise? Alors, c'est vrai que j'ai fait un peu court, mais comment dire, le début de tout ça, de cette aventure, c'est un appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé en 2019. Donc, les premiers à avoir pu dégainer pour créer un équipement à Nantes, ça a été inauguré fin 2019. Après quoi, il y a eu le confinement. Voilà, donc, c'était un peu compliqué de les mettre en route, ces User Labs. Donc, ils sont aujourd'hui ouverts. Ils construisent aujourd'hui justement ces prestations. Donc, à Nantes, ça commence à être formalisé. À Angers et au Mans, ils sont justement en train de les formaliser. Et pour ça, on reste ouvert au dialogue avec les entreprises pour construire justement, en fonction des besoins du territoire, les prestations de demain.
La mise en relation, c'est assez simple. Alors, j'ai mis en dernier slide, ce sera sûrement retransmis, les coordonnées des User Lab Managers si vous voulez prendre contact localement. Et si vous voulez des questions plus générales ou génériques, vous pouvez vous adresser à moi. Après, c'est relativement simple. C'est-à-dire qu'on fait un premier échange pour qualifier le besoin. Et puis, éventuellement, si ça correspond et si on peut y répondre, on fait une fiche projet. Chaque User Lab, selon son établissement, va faire un devis en fonction des coûts que ça représente. Et puis ensuite, on fait. J'espère que ça répond à la question. J'espère aussi. Une autre question de Cédric. Je vois que la réponse a été donnée pendant la présentation. Et une dernière question de Cécile Giraudot. Comment vous assurez-vous que les comportements en User Lab sont représentatifs des comportements en situation réelle? Alors, c'est une grande question et évidemment, c'est une question qui a été, qui revient très régulièrement depuis la naissance de ce type de dispositif. Alors, il y a toujours des débats scientifiques là-dessus. Ensuite, on a quand même un certain nombre de validations scientifiques depuis une trentaine d'années qui font que on a, à chaque fois qu'on a avancé sur la reproduction ou la mise en situation in vitro, entre guillemets, de ce qui est censé représenter ce qui se passe in vivo, et on a justement des protocoles qui ont été mis au point pour amener les gens dans des situations dont on a mesuré que statistiquement, c'était écologiquement valable. Aujourd'hui, la question se repose avec les environnements virtuels. Parce que du coup, on se retrouve dans des situations où on va avoir un double problème, ce problème en double. À la fois, est-ce que si je mets quelqu'un dans un magasin virtuel, finalement, est-ce que le fait qu'il soit venu au laboratoire, dans une pièce, fermée, tout ça, ça a déjà une influence, mais en plus, est-ce que dans l'environnement virtuel lui-même, le réalisme est représentatif de ce qui se serait passé? En fait, il y a eu beaucoup de travaux qui valident ces approches. Et pour la réalité virtuelle, on y travaille encore justement pour renforcer les protocoles et valider un certain nombre d'approches. Mais typiquement, ce que je disais juste avant sur les instruments de mesure des réactions psychophysiologiques, on peut mesurer des niveaux de stress ou des niveaux de surprise, un certain nombre de choses qui sont même subconscientes, puisque la réponse corporelle est vraiment extrêmement rapide et ne ment pas, entre guillemets. Donc, on est capable de mesurer le réalisme, entre guillemets, de la réalité virtuelle dans certains cas, puisqu'on va mesurer les mêmes réactions physiologiques. Et avec des mesures, pour le coup, psychologiques, des réactions similaires. Néanmoins, il y a toujours des biais. Et ça, c'est les avancées en statistique et en informatique qui permettent de mobiliser des algorithmes très puissants qui permettent de détecter détecter ces biais et de les corriger. C'est-à-dire que, par exemple, on est capable, sur 200 personnes interrogées, de détecter des menteurs. Des gens qui vont répondre n'importe quoi ou des gens qui vont dévier systématiquement un certain nombre de réponses, ou leurs réponses vers soit du positif, soit du négatif, par exemple. Et en fait, en fonction des profils qu'on va interroger, eh bien, on est capable de corriger beaucoup de biais quand même. Et évidemment, on s'assure, en contrôlant, en faisant des expérimentations régulièrement, côté recherche, justement, on s'assure de bien valider ce qu'on serait capable de représenter, entre guillemets, dans un labo plutôt que dehors, sachant qu'on peut aussi travailler dehors. Voilà. Merci Julien pour toutes ces réponses. Il n'y a pas d'autres questions sur le chat. Il y avait une question, si tu me permets, Sadia, oui, qui était résolue, mais j'avais juste ajouté parce que je crois qu'il y a une confusion parce qu'on a plusieurs types aussi de travailler. On a les stages, donc ça c'est régulièrement 2 fois par master, ils passent soit à l'étranger ou soit ils passent
en stage pendant quelques mois. Donc, ça, c'est pendant le temps de master. Ensuite, il y a des projets en partenariat. Donc, ça, c'est pendant le temps en classe. Donc, c'est vraiment comme un projet ancré dans la maquette pédagogique. Après, il y a aussi des partenariats plus libres comme Ecotrophilia. Donc, c'est un autre type de partenariat. Il est aussi possible chez nous faire des thèses et autres. Donc, il y a aussi toute cette panoplie de possibilités de travailler avec nous. Donc, c'est vraiment... il faudra, si vous êtes intéressé de travailler avec nous, de toute façon, on peut vous expliquer un peu plus détaillé les façons dont on peut travailler ensemble. En tout cas, c'est aussi l'affrontement à des questions problématiques réelles et bien concrètes qu'on essaie aussi de mettre en avant à l'école pour être aussi pour les étudiants plus proches de la réalité, mais avec la sécurité derrière qui ne sont pas encore, eux, de leur côté, ils risquent pas encore, ils sont encore libres dans leur créativité et peuvent s'exprimer dans un temps protégé de l'école et permettre justement la recherche. Merci Julia pour ces clarifications. Merci. Un grand merci du coup Julia et Julien pour vos interventions. Je vais juste vous dire un mot en conclusion. Donc, j'espère que ce webinaire aura eu le mérite de susciter votre intérêt pour l'innovation par les usages et surtout de vous montrer que, comme vous l'ont vraiment bien illustré, et Julia et Julien, il existe quand même pléthore d'outils de pointe à votre disposition à proximité sur votre territoire. Vous avez donc maintenant les différents contacts pour y faire appel. Je vous dirais juste que nous, on va poursuivre en fait le programme d'animation qu'on vous propose sur cette thématique en vous proposant non seulement des ateliers pratiques pour vous aider à faire émerger de nouvelles opportunités, mais également tout un programme d'animation pour vous présenter plus en détail les outils qu'on aura survolés. Et on a déjà prévu, notamment en partenariat avec Julien, de vous proposer de visiter en conditions réelles l'un ou plusieurs, d'ailleurs pourquoi pas un des User Labs dont il vous a parlé. Et puis encore une fois, je vous rappelle que chacun d'entre nous est aussi à votre disposition pour vous accompagner de façon plus individuelle. Voilà, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez trouver les bons contacts et éventuellement, comme l'a souligné Julien, si vous voulez faire appel à des cofinancements publics pour vous accompagner dans la mise en place de l'innovation par les usages dans votre processus. Donc, je vous ai mis en dernière slide nos coordonnées. Vous retrouverez l'enregistrement de ce webinaire d'ici quelques jours sur nos différents sites Internet. Je renouvelle encore une fois mes remerciements à nos intervenants, donc Julia Kunkel de l'école de design de Nantes Atlantique et Frédéric Dégouzon à la technique, sans qui on n'aurait pas pu réaliser ce webinaire, Julien Laflaquière, donc du RFI Ouest Industrie Créative, et puis Sadia qui a été notre modératrice tout au long de ce webinaire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous donne rendez-vous donc pour notre prochain événement. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci Viviane. Merci beaucoup. Merci Viviane. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Je pense que tu peux arrêter l'enregistrement.